Sophie. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier les éditions Citadelle Masno de ce beau livre qu'ils préparent sur Millet, qui me paraît être un acte quasiment de justice. Pourquoi? Parce que Millet est un très grand peintre du XIXe siècle et qui est loin d'être reconnu aujourd'hui à l'égal de ce qu'il était au XIXe siècle, c'est-à-dire par exemple un Courbet ou un Daumier. Lorsqu'en 1850-51, Courbet surgit sur la scène du salon, rien n'empêchait à cette date-là que Millet ne soit son égal et ne devienne même le chef de file de l'école réaliste. C'est sa personnalité essentiellement qui va l'en empêcher, une personnalité d'homme quasiment sauvage qui va se réfugier à Barbizon à partir de 1849, n'en plus sortir que très rarement pour se rendre à Paris, où il continue bien sûr de fréquenter le salon et de se rendre chez ses collègues peintres, mais le moins possible, parce que ce qui l'intéresse, c'est vraiment s'enfouir dans la peinture, peindre et encore peindre dans son atelier à Barbizon, entouré de ce qui lui procure le calme affectif et psychologique, sa femme et ses 9 enfants. Donc ce sauvage, qui n'aimait même pas exposer, il refusait d'exposer ses œuvres, en particulier à l'étranger, il va faire quasiment des ennuis à Durand-Ruel lorsque celui-ci expose ses œuvres aux États-Unis. Donc cet homme n'a rien fait de son vivant pour être véritablement connu. Par ailleurs, son œuvre a été très vite dispersée à travers le monde, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas facile de connaître sa peinture. L'essentiel de l'œuvre se trouve en dehors, bien entendu, du musée d'Orsay, qui conserve un très bel ensemble de peintures, et du musée du Louvre, qui conserve un ensemble exceptionnel de dessins. Il n'est pas très facile de connaître et de voir Millet en France. Les musées de région ont quelques tableaux. Bien sûr, il y a un fonds à Cherbourg, puisqu'il est né dans le Cotentin et que la famille Honneau, la famille de sa première femme, a fait don au musée de Cherbourg de son œuvre de jeunesse. Mais en dehors de cela, ce n'est pas en France que l'on peut connaître Millet. C'est essentiellement aux États-Unis, à Boston, qui conserve un fonds immense, en particulier les pastels de Millet, et au Japon, qui depuis 20 ans rafle sur le marché de l'art tout ce qui est en vente d'important et de précieux. Donc c'est un peintre qui n'est pas très connu en France, mais qui paradoxalement est surconnu parce que tout le monde connaît l'Angélus et les Glaneuses. Alors, je dirais que l'Angélus et les Glaneuses, ce sont deux très beaux tableaux. Il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas parce que l'Angélus a été reproduit sur toutes les boîtes, y compris peut-être les boîtes de camembert, je ne sais pas, mais c'est possible. En tout cas, les boîtes de chocolat et toutes sortes de canevas, et on le voit encore, il suffit de visiter un vide-grenier aujourd'hui, il y a toujours quelque chose qui représente l'Angélus. Mais pourtant, l'Angélus est un beau tableau, et c'est un tableau tout à fait primordial dans l'œuvre de Millet, primordial parce qu'il touche à l'essentiel, il touche à son enfance, il touche à sa religiosité, donc un tableau à ne pas négliger certes, mais qui a eu tendance à vraiment bloquer la connaissance de l'œuvre et surtout à faire qu'aujourd'hui on prononce le mot Millet, on prononce celui d'Angélus et on oublie le reste. Donc c'est un artiste excessivement connu, je crois même qu'à travers le monde c'est certainement un des noms les plus réputés, mais mal connu parce que tout le monde se focalise sur l'Angélus ou sur les Glaneuses, qui sont alors là un tableau exceptionnellement beau, mais là encore qui ne résume pas l'ensemble de l'œuvre. Alors ce que l'on connaît aussi de Millet, souvent, en dehors de l'Angélus et des Glaneuses, qui sont pas trop connues, ce sont ses dessins. Millet a été, il faut le dire, un dessinateur absolument exceptionnel, probablement, enfin je dirais quasiment infaillible. C'est de ces très très rares dessinateurs qui, d'un coup de crayon, d'une petite noirceur d'ombre et d'un petit blanc de lumière, font surgir des dessins exceptionnels.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le dessin de Millet reste quand même reste très connu. Et quand on fait des expositions par miracle sur Millet, en France en tout cas, c'est presque toujours de ses dessins que l'on expose, et rarement de ses peintures. De ses dessins et de ses pastels. Il ne faut pas oublier non plus cette œuvre magnifique, alors là qui est conservée pratiquement à 90% aux États-Unis, à Boston. Pourquoi? Parce que Gavet, qui était un architecte parisien, avait dans les années 60 passé commande, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais eu de contrat réel, mais avait passé commande à Millet de pastels, et Pastel tous les mois exécutait, et Millet, pardon, tous les mois exécutait de plusieurs pastels, ce qui fait, pour gagner sa vie, parce qu'évidemment avec 9 enfants en plus, il lui fallait quand même trouver des ressources, et sa peinture ne se vendait pas, et donc il a comme cela construit une collection pour Gavet, laquelle s'est retrouvée vendue en 1875 par Gavet lui-même, et elle a été achetée en bloc quasiment par Boston, et par un collectionneur qui l'a légué ensuite au musée de Boston. Et c'est vrai que ces pastels sont absolument merveilleux, les pastels qui représentent, c'est-à-dire que tandis que sa peinture peut paraître sombre, austère, parfois difficile, à qui ne sait pas la regarder, les pastels sont éclatants de lumière, éclatants de couleurs, et puis il y a cette poésie. On a beaucoup dit dans ce que l'on a dit de Millet de son vivant, que c'était un peintre poète, et c'est vrai que les pastels sont éclatants de poésie. Il y a la poésie de la nuit, la poésie de la lumière, du crépuscule, de l'aube qui se lève avec les petits lapins qui apparaissent. Donc c'est vraiment une œuvre parfaitement poétique et qui évidemment est peut-être plus facile et donc touche plus aisément le public encore aujourd'hui. Mais reste malgré tout, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, que Millet, ce qu'il voulait, c'était être peintre. Il s'est voulu peintre, et c'est son œuvre de peintre qui doit être revue aujourd'hui, reconsidérée et regardée avec les yeux d'aujourd'hui. Il y a eu, il faut le dire, en 1975, une importante exposition au Grand Palais. La dernière monographie qui a eu lieu en France sur Millet, grande monographie, et je suis contente d'ailleurs d'annoncer à ce sujet qu'il va y en avoir une nouvelle qui aura lieu à Lille, au musée des Beaux-Arts, en 2000, je me trompe de siècle, en 2000, je crois 16 ou 17, je ne sais plus. Voilà, et c'était la bonne nouvelle de l'été, que voilà, Madame Aubry était ravie qu'on fasse à cette exposition. Et donc, il y a eu en 1975 au Grand Palais cette exposition qui a été, et c'est un signe d'ailleurs, dont le commissaire était un Américain, le professeur Bob Herbert, qui était professeur à Princeton et qui est, à ma connaissance, le meilleur connaisseur de l'œuvre de Millet au monde, qui a vraiment œuvré toute sa vie pour le faire connaître. Un très, très bon professeur, très grand professeur. Mais depuis, il n'y avait rien eu. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette première grande rétrospective avait permis de faire connaître l'œuvre du peintre, mais Bob Herbert l'avait présenté et interrogé avec les critères de son époque, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on était dans les années 70, des années post-68 Ardes en France, des années où triomphait le ruralisme, c'était le moment du retour à la terre, et donc de toutes ces choses-là. Et en fait, l'exposition tirait beaucoup Millet du côté de la terre et du côté de l'œuvre rurale. Non sans raison, puisque Millet, effectivement, est un paysan de naissance. Il est né à Gréville, dans un petit hameau près de Cherbourg, dans le Cotentin. Et son père était paysan. Il a lui-même, semble-t-il, travaillé à la terre lorsqu'il était petit, lorsqu'il était même adolescent, et jusqu'à 20 ans, l'âge de 20 ans à peu près. Et donc il est effectivement lié au monde paysan, au monde rural, il le connaît bien, et une grande partie de son œuvre va consister justement à peindre en quelque sorte le monde rural, presque comme un ethnographe, en travaillant sur les gestes, en examinant, observant les gestes du paysan et en les retranscrivant.
Et toute sa vie d'ailleurs, Millet va rester extrêmement attaché à son Cotentin natal. Il l'appelait son endroit il en a fait par exemple de magnifiques paysages, il en a peint de magnifiques paysages, quelques marines. Et même lorsqu'il va peindre à Barbizon, en fait, il va avoir toujours le Cotentin en tête, ce qui fait que les paysages, je dirais l'arrière-plan du monde paysan qu'il peint à Barbizon, reste celui du Cotentin. En fait, il peint la terre comme il a peint la mer, exactement de la même manière. Si vous regardez la terre et la mer, chez lui, ça ne fait qu'un. C'est vraiment la même façon de peindre mottes de terre et vagues sur la mer. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1975 et l'histoire de l'art a évolué. C'est normal, hein, c'est logique, il n'y a aucune critique dans tout cela. Chaque époque a son regard, chaque historien de l'art est porteur des questionnements de son époque, qu'il le veuille ou non d'ailleurs. Et aujourd'hui, on peut regarder Millet autrement. On peut le regarder avec les interrogations qui sont celles de l'histoire de l'art d'aujourd'hui, c'est-à-dire en réfléchissant à ce qui a pu nourrir le regard de Millet. C'est à cela que je me suis attachée, d'autant que j'ai un passé d'anthropologue, j'étais anthropologue d'origine, et ce que j'ai voulu à travers ce livre, c'est retrouver ce qui a nourri l'imagination de Millet, imagination qu'il va ensuite transposer en quelque sorte sur la toile. J'ai donc interrogé ses lectures, j'ai regardé tout ce qu'il avait lu, tout ce qu'il avait pu voir, et j'ai retrouvé donc un ensemble de textes qui ont pu le nourrir, et un ensemble d'images aussi, entre guillemets, qui ont pu le fasciner et nourrir aussi son œuvre. Et c'est là que l'on s'aperçoit que Millet n'est pas simplement un paysan, fils de paysan, ayant lui-même travaillé la terre, mais qu'il est un homme d'instruction. Il a beaucoup lu toute sa vie, il a aimé lire, il achetait des livres, il en faisait acheter par Censier, l'ami de toute sa vie, et il a aussi beaucoup regardé les œuvres des maîtres, en quelque sorte. Il a beaucoup fréquenté le Louvre, et il a beaucoup travaillé au fond, pas forcément en copiant, parce qu'il n'était pas un homme qui copiait, mais en engrangeant constamment des images. Il a beaucoup travaillé d'après les maîtres. Les maîtres qu'il affectionnait, c'était les primitifs, Fra Angelico par exemple, Giotto, c'était les Hollandais, et on voit bien toutes sortes de ressemblances entre ces peintures de l'intime qu'il réalise et la peinture hollandaise, et c'était Poussin, dont il disait qu'il pourrait rester toute sa vie devant. Donc il a nourri son art est vraiment, véritablement extrêmement savant. Et je me suis intéressée, donc une fois dégagé toutes ces influences, à les mettre en perspective avec son œuvre et à... Je disais donc effectivement que j'ai fait un travail de recensement à travers en particulier l'énorme correspondance qu'il a laissée, de tous les livres qu'il avait pu lire, de toutes les œuvres qu'il avait admirées au musée du Louvre en particulier, ainsi que des mots qui lui étaient les plus familiers pour parler lui-même de son travail. Et j'ai confronté évidemment cela aussi aux mots que les critiques ont employés dès son apparition sur la scène artistique pour caractériser son œuvre. Et à partir de là, donc, j'ai moi-même redessiné une espèce de lecture nouvelle, me semble-t-il, de l'œuvre de Millet, je dirais, à travers quelques mots très choisis. Les mots que j'ai choisis pour caractériser ce travail de Millet sont médiéval et antique, primitif, biblique, poète ou poésie, essentiel, infini. C'est de cet éventail de mots, à partir de cet éventail de mots que l'on peut le mieux analyser cette œuvre. Pourquoi ? Parce que poète, je l'ai déjà dit, il l'a toujours été, il avait une manière, je dirais, de gommer le superflu, le pittoresque. C'est un peintre qui détestait effectivement, et même dans sa vie privée, tout ce qui était pittoresque, pour toujours essayer d'aller à l'essentiel,
Il aimait Victor Hugo par-dessus tout, il voulait en faire, d'ailleurs, mais il l'a jamais fait, ça fait partie des projets qu'il n'a jamais réalisés. Il aurait voulu en faire l'édition de ses poésies, en particulier celles liées à l'océan et à la mer. Il aimait aussi, il a beaucoup travaillé sur Virgile et la Grèce. Il aimait ce qui n'avait pas été touché par ce que c'est son idée, hein, c'est pas forcément la mienne, mais par la décadence du XVIIIe siècle en particulier. Donc, bon, il reste que également sa lecture peut-être première et plus importante, ce fut la Bible. Il était né dans un milieu religieux avec un grand-oncle prêtre, une grand-mère extrêmement religieuse, mais d'une religiosité janséniste. C'était des chrétiens, des catholiques, mais nourris de l'esprit de Port-Royal. Voyant peut-être l'Apocalypse un peu trop partout, mais la Bible a été sa lecture d'enfance, sa lecture de jeunesse, et il a continué de lire la Bible toute sa vie. Et il est vrai qu'il y a dans sa peinture quelque chose de profondément biblique. Non pas qu'il ait peint des scènes religieuses, ça pas du tout, il en a fait très peu, ça ne l'intéressait pas. Mais il donne à ses personnages, à ces grandes figures assises en particulier, mais aussi à l'homme à la houe, à toutes ces grandes figures de paysans, il donne une stature biblique. Il leur donne une espèce de volonté de représenter l'éternité. Donc ce sont ces mots, et je n'ai rien dit de médiéval, mais il est vrai aussi qu'il a été très vite très intéressé par la sculpture médiévale, par la statuaire médiévale en particulier, celle que l'on peut voir dans toutes les églises, même quand on est pauvre, même quand on est petit, même quand on vit dans un coin reculé de la France comme le Cotentin, il y a toujours des petites églises, et dans les petites églises, il y a toujours des vierges à l'enfant ou des saintes-ânes qui instruisant la Vierge. Et on retrouve dans ces grandes figures, dans ces figures de maternité en particulier, quelque chose de cette statuaire, même si il s'agit pour lui de peindre le monde paysan. La paysanne qui apprend à sa petite fille à tricoter ou à coudre, ou qui lui apprend à lire, est tout à fait une transcription dans la réalité du XIXe siècle d'images du Moyen-Âge. En fait, il peignait, comme l'avait dit, c'est pas moi qui le dis, il peignait la Bible en réaliste. Et en fait, c'est sans doute là ce qui fait peut-être le plus profond de son travail et de son œuvre. Alors, vous avez choisi, pour en terminer avec tout cela, puisqu'il faut en terminer, vous avez choisi, Citadel Masno a choisi de mettre en couverture du livre, en verso l'Angélus, qui effectivement est peut-être, pour employer un mot que je déteste, incontournable dans l'image de Millet, et puis qui encore une fois reste de toute façon un tableau primordial pour lui, parce que c'est un tableau qui évoque son enfance, sa religiosité, le village perdu en quelque sorte, son endroit, donc tout ceci est fondamental. Et en recto, un pastel, donc on a peinture pastel, donc complémentarité, qui est un des derniers pastels et une des dernières œuvres d'ailleurs de Millet, et qui est à la fois, je dirais, paysage, nature morte et portrait, donc une sorte de résumé de l'œuvre, qui représente un bouquet de marguerites, bouquet qui est conservé au musée d'Orsay, et qui est un hommage, semble-t-il aussi, peut-être, on ne sait pas, il s'en est pas vraiment expliqué, mais sans doute à sa petite fille qui s'appelait Marguerite et qui est comme cachée derrière le bouquet de fleurs. C'est donc aussi un rappel de ce qu'il fut dans sa jeunesse, mais vous savez, au temps de la vieillesse, on se souvient souvent de la jeunesse. La jeunesse réapparaît, et c'est d'ailleurs quelque chose de très important chez Millet dans son œuvre, c'est ce retour dans les années 60-70 à ce qui avait été son enfance et à ce qu'il avait nourri,
un retour vers le passé, vers les rêveries de l'enfance, comme disait Baudrillard. Et tandis qu'il avait été effectivement portraitiste dans sa jeunesse pour gagner sa vie, mais là encore bon portraitiste et plutôt même très beau portraitiste, il avait oublié, il avait achevé ne voulait plus entendre quasiment parler de peindre des portraits, et dans son extrême, non pas vieillesse parce qu'il n'avait que 60 ans, mais à l'époque bon, déjà c'était un petit peu plus qu'aujourd'hui, et puis il est mort assez jeune finalement, et bien il se retourne encore une fois vers son passé et il peint donc un ultime portrait caché, ce qui a aussi sa signification, qui est le portrait de Marguerite, derrière un bouquet de marguerites.